Bienvenue! Aujourd'hui, on se penche sur la Nouvelle-Calédonie, spécifiquement sur les propos de Marine Le Pen. C'était lors d'une visite là-bas en mai 2025, juste après les gros troubles qu'on a connus. On se base sur une interview radio qu'on trouve sur YouTube. L'objectif, essayer de comprendre son analyse, ses solutions face à cette crise multiple, quoi, institutionnelle, économique, sécuritaire. Et d'emblée, il y a un truc qui ressort fort, c'est l'urgence économique, le péril économique et budgétaire. Elle dit clairement que s'attaquer à l'institutionnel maintenant, c'est pas forcément la bonne approche. Conflit institutionnel. Pour elle, il faut d'abord aider les entreprises, recréer de la richesse, lancer des grands projets. Il y a cette phrase qui résume bien: la réforme institutionnelle, ça remplit pas le frigidaire des Calédoniens. Ah oui, c'est direct. Donc l'économie d'abord, c'est la condition sine qua non en quelque sorte. La stabilité politique, avoir une vision claire à long terme, c'est ça qui ferait revenir les investisseurs, qu'ils soient privés ou même l'État. C'est exactement ça dans son analyse. Sans cette confiance dans l'avenir, pas de redressement économique possible. C'est lié. D'accord. Et elle a un regard assez critique sur ce qui s'est passé avant, sur les 30 dernières années, notamment les accords de Nouméa. Selon elle, le fameux rééquilibrage promis, il a été surtout social, pas assez économique. Et ça, ce serait un échec partagé. Oui, partagé entre l'État et puis les forces politiques locales. Elle mentionne aussi les difficultés du nickel, l'échec de l'usine du Nord par exemple. Mais elle dit que c'est plus large que ça le problème. C'est pas juste le nickel. Et pour le financement alors, comment on relance tout ça? Elle met l'accent sur la responsabilité de l'État, surtout pour les très grosses infrastructures. Elle parle même d'une base navale. Mais elle ouvre aussi la porte au financement européen via la Banque européenne d'investissement. C'est ça. Et pour le nickel, elle insiste sur le besoin d'une vision stratégique globale, surtout pour régler ce problème du coût de l'énergie, mettre le paquet sur le décarboné apparemment. Mhm. Et c'est seulement après tout ça, cette base économique, qu'elle en vient à l'institutionnel. L'idée serait de prolonger le cadre actuel, celui de Nouméa, mais avec de la souplesse. Oui, faire un bilan des compétences qui ont été transférées, voir ce qui marche moins bien, et potentiellement que certaines compétences retournent à l'État si elles ne sont pas vraiment exercées pleinement sur place. Et puis, la proposition choc. Repousser un nouveau référendum d'autodétermination de 40 ans. 40 ans, oui. C'est énorme. L'objectif affiché, c'est vraiment de garantir une très très longue période de stabilité, pour calmer le jeu. Et comment elle justifie un délai aussi long? Alors elle le connecte directement à ce qu'elle nomme deux peurs existentielles sur le territoire. D'un côté, la peur des Kanaks de disparaître démographiquement, d'où la crispation sur le corps électoral qui peut voter localement, et de l'autre, la peur des Européens face aux violences, aux destructions, comme on l'a vu récemment avec les émeutes. Ce délai viserait à apaiser ces deux craintes. D'accord, je vois l'articulation. Mais elle critique aussi fortement la façon dont le gouvernement français a géré la crise récente. Elle utilise le terme de maladresse majeure. Oui, plusieurs choses sont pointées du doigt. Le choix de certains interlocuteurs pour négocier, le fait d'avoir maintenu le troisième référendum alors qu'il y avait le Covid et le boycott indépendantiste, et surtout ce vote sur le dégel du corps électoral. Jugé précipité. Juste avant les Jeux Olympiques en plus. Et exactement. Pour elle, c'était voter ça sans avoir vraiment les moyens d'assurer la sécurité derrière. Et ça aurait mis le feu aux poudres. Elle pense que cette question du corps électoral, ça aurait dû faire partie d'un paquet global, d'un accord plus large. Pas être traité comme ça séparément. Voilà. Le faire comme ça, c'était se priver d'un levier de négociation important, une énorme maladresse, dit-elle, qui viendrait d'une méconnaissance de la situation locale et peut-être d'une certaine naïveté. Croire que 3 référendums allaient suffire à clore le débat pour toujours. Et elle-même, elle veut jouer un rôle dans la suite? Ah oui, clairement. Elle demande à être invitée par le président Macron aux futures discussions. Elle met en avant le poids électoral de son parti sur le territoire. Elle cite ses 40% à la présidentielle là-bas et le fait qu'ils ont un projet à proposer. D'accord. Et au-delà de l'institutionnel pur, elle a un message plus général alors? Oui, elle appelle à sortir de ce qu'elle appelle une cage, une sorte de paresse intellectuelle. Ne pas tout réduire à pour ou contre l'indépendance. L'urgence, selon elle, c'est de s'attaquer aux problèmes très concrets. L'emploi, le développement, la formation qui correspond aux besoins. Mais aussi la sécurité, l'ordre public, la fin de l'impunité, son fameux «celui qui casse paye». Et même le potentiel géostratégique, avec cette idée de base navale qui revient. Bon, on a fait un bon tour de ses propositions et de son analyse. Mais ça soulève une question pour finir, non? Comment est-ce qu'on peut viser cette stabilité économique à très long terme, qui demande de la confiance, attirer des investisseurs pour 40 ans, tout en laissant une question aussi fondamentale, aussi chargée émotionnellement que le statut définitif, l'autodétermination, en suspens pendant si longtemps? Surtout quand on parle de peurs existentielles. Hmm, c'est la grande question.
Est-ce que ce très long délai, c'est vraiment la condition pour retrouver la sérénité et permettre l'investissement? Ou est-ce que ce n'est qu'un report d'échéance qui pourrait peut-être même créer d'autres tensions à terme? Voilà. C'est une bonne piste de réflexion pour conclure notre analyse d'aujourd'hui.